12-13 dimanche, le magazine politique de France 3, invité Laurence Parisot, présidente du MEDEF. Bonjour, bonjour Laurence Parisot. Vous Bonjour. êtes la patronne des patrons, comme on dit, pour faire simple. C'est peut-être caricatural, mais on y reviendra. C'est un abus de langage. En tout cas, je suis la porte-parole des chefs d'entreprise français. Eh bien voilà, on va en parler ce midi parce qu'on va d'abord parler du chômage. Plus de 3 millions de personnes sont au chômage en France. Il faut y ajouter ceux qui travaillent en intérim, à temps partiel aussi, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ça fait maintenant près de 2 ans que la courbe du chômage ne cesse d'augmenter. Faut-il espérer un retournement de situation dans les mois qui viennent? C'est le pari que fait François Hollande, mais l'emploi, ça ne se décrète pas, vous serez d'accord. Qu'en pensent les chefs d'entreprise? Les patrons sont-ils prêts à se mobiliser réellement pour l'emploi? Vous nous le direz. Il y a eu l'accord sur l'emploi, par exemple, qui prévoit notamment une flexibilité dans les entreprises. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ça vous convient? Vous nous direz tout cela au cours de cette émission. On va changer de latitude pour commencer avec notre image de la semaine. Hugo Chavez, évidemment, dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. Chavez, c'était De Gaulle et Blum réunis, a dit le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Ça a fait un peu sensation. Vous diriez quoi, vous, de Hugo Chavez? Bon, je tiens tout d'abord à dire que la déclaration du ministre Victorin Lurel est très choquante. Pourquoi? Écoutez, comment peut-on dire d'un homme qui était un dictateur, qui était un démagogue, qui incarne le populisme dans toute son horreur, puisse avoir les qualités que prétend notre ministre? Je pense qu'il déshonore notre pays et il déshonore notre gouvernement en s'exprimant ainsi. Mais qu'est-ce que vous reprochez? Vous avez dit ce que vous reprochez à Victorin Lurel, mais à Hugo Chavez, parce qu'il a nationalisé les sociétés de pétrole, par exemple, pour donner de l'argent aux plus pauvres dans son pays. Le Qatar, eux, c'est différent, hein. Ils gardent l'argent plutôt pour eux. Qu'est-ce que vous préférez comme le Venezuela a la chance d'avoir une richesse extraordinaire, effectivement, le pétrole. Qui a permis de redistribuer les richesses. Et il a, à partir de là, effectivement, développé un certain nombre de programmes dont, ouf, et tant mieux, de nombreux Vénézuéliens ont pu bénéficier. Mais il n'a pas, à partir de cette richesse extraordinaire, construit une économie solide et durable. C'est même tout le contraire. Il a fait en sorte que toutes les élites entrepreneuriales du Venezuela quittent le pays. Et on sait très bien que la dépendance du Venezuela à l'égard du reste du monde est très grande. Le Venezuela importe tout. Il ne fabrique rien. Donc on a compris que vous attendiez du changement au Venezuela. On attend d'abord une démocratie, ouais. Une vraie démocratie, un multipartisme. Bien. Vous savez, il y a des élections quand même bientôt. Il ne peut pas y avoir d'économie durable, prospère, sans démocratie. Les deux sont intimement liés. On va parler de la France maintenant. La priorité en France, c'est la lutte contre le chômage. Et pour cela, le gouvernement parie sur l'accord sur l'emploi que le MEDEF, avec 3 syndicats, ont signé, dont la CFDT. Ça permettra plus de flexibilité dans les entreprises. Alors maintenant, on a envie de dire patron au boulot, hein, parce qu'il y a plus de 10% de chômeurs en France. Est-ce que c'est seulement une fatalité? Est-ce que c'est seulement dû à la crise? Ou est-ce que c'est dû aussi, pourquoi pas, à une frilosité des chefs d'entreprise? Non, pas du tout. Écoutez, les chefs d'entreprise n'ont qu'une envie, c'est de voir leurs entreprises se développer. Quand on est patron d'une petite entreprise de moins de 10 salariés, par exemple, on a envie de pouvoir vendre encore plus de produits et de services et de devenir une entreprise de taille intermédiaire. Mais d'embaucher, c'est autre chose. Eh bien non, pour grandir, il faut embaucher. On a besoin de plus de commerciaux, on a besoin de plus de producteurs, d'inventeurs, de designers, que sais-je encore. Donc l'esprit même de l'entrepreneur conduit à vouloir embaucher. Simplement, que nous arrive-t-il depuis maintenant des années? Premièrement, nous avons une législation sociale ou bien des contraintes réglementaires dans de nombreux domaines qui créent une peur dans l'embauche qui est terrible, notamment chez les petites et moyennes entreprises. D'accord, j'ai compris. C'est le premier sujet. D'accord, mais juste une seconde. Mais il y a quand même un deuxième sujet, j'y reviendrai. Oui, je vous crois. Cet accord sur la flexibilité, normalement, ça devrait permettre d'ouvrir un peu les vannes. Exactement. Vous n'en avez pas encore assez? Il faudrait encore autre chose? Non, on demande, prenons les choses dans l'ordre. Nous demandons d'abord que l'accord que nous avons signé avec la CFDT, la CFTC et la CGC, accord qui est le fruit d'un très long travail de discussion, de délibération, puis de négociation, nous demandons d'abord que cet accord soit transcrit dans la loi. Tel quel? Tel quel. Si ça n'était pas le cas, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait très problématique. C'est-à-dire? Il a, cet accord, une logique intrinsèque. Il a une cohérence. Et tout amendement qui retire ou qui ajoute déséquilibrerait l'accord.
Mais ça veut dire que vous demandez aux députés et aux sénateurs de ne rien changer à ce texte. Exactement. Mais qui fait la loi en France? Ce sont les syndicats ou ce sont les politiques? Eh bien, écoutez, on peut très bien décider une chose, ce qui est d'ailleurs inscrit dans notre Constitution, c'est que le parlementaire, le législateur, décide des grands principes généraux d'ordre public, y compris sur la question sociale. Mais en revanche, les modalités, le détail devrait relever exclusivement des partenaires sociaux. Rendez-vous compte. Ce serait nouveau en France. Ce serait nouveau en France, mais pas nouveau en Europe. En Allemagne ou dans les pays du nord de l'Europe, un accord comme celui que nous venions de signer ne passerait pas par cette étape de la ratification parlementaire. Il serait d'application directe. Mais d'ailleurs, regardez ce qui se passe chez Renault, par exemple. Faisons confiance à la société civile. Oui, regardez ce qui se passe chez Renault. Un accord un peu du même type, on va dire, vient d'être signé. Les salariés acceptent de travailler plus, de geler leur salaire, et puis en échange, la direction va rapatrier une partie de la production en France. Oui. Est-ce que c'est un exemple? Oui. Renault est un exemple. Je crois qu'il faut saluer l'accord de Renault, et saluer les organisations syndicales qui ont participé à cette discussion pour effectivement entériner un tel nouveau contrat pour l'avenir de Renault. C'est vraiment la bonne piste. On voit bien dans l'affaire Goodyear, vous avez deux usines, l'une qui est dans cette logique du dialogue social et de la construction sociale, et cette usine va survivre, et parce qu'elle va survivre, elle va certainement à terme non seulement survivre, mais revivre, alors que l'une est vraiment, parce qu'elle celle qui s'est enfermée dans l'antagonisme et la protestation, elle est en danger de mort. Justement, cette semaine, il y a eu une manifestation des syndicalistes de Goodyear à Mianor, lors d'un comité central d'entreprise à Rueil-Malmaison. Il y a eu des heurts avec les policiers, des policiers blessés, des manifestants aussi. Est-ce l'illustration d'un climat social qui se tend en France? Ce qui s'est passé là, devant le siège de Goodyear à Rueil-Malmaison, est totalement inacceptable. Mais est-ce que c'est le climat social qui se tend? Rien ne justifie de tels comportements. Bien sûr que le climat social, dans de nombreux lieux, est difficile, parce que la situation est douloureuse. Nous avons eu une crise financière qui est devenue une crise économique. Cette crise économique, inévitablement, aboutit à une crise sociale. Attention, justement, à faire en sorte que ceux qui favorisent le dialogue, le compromis, les réformateurs, prennent vraiment la mesure du risque, travaillent ensemble pour éviter que ceux qui, comme ceux que vous venez de montrer, sont dans le conflit, la protestation et la démagogie, ne dominent le devant de la scène. Est-ce que ce sont des salariés qui défendent leur emploi ou ce sont des casseurs à vos yeux? Alors, je pense qu'il y a parmi ceux-ci des salariés bouleversés, touchés, effrayés par la situation. Mais je crains qu'il y ait aussi quelques personnes qui ne soient pas de véritables syndicalistes, mais plutôt des gens proches des milieux extrémistes, je pense notamment du côté de l'extrême gauche. Une dernière question pour finir sur l'emploi, parce qu'on parlera d'autres dossiers. François Hollande continue de dire que la courbe du chômage doit s'inverser d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous y croyez? C'est peut-être possible, à une condition, que le gouvernement adopte une politique économique pro-entreprise. Pro-entreprise. Il n'y a pas d'autre voie possible. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Pas suffisamment clairement. Je vous ai dit tout à l'heure, première étape, il faut du dialogue social, la mise en œuvre de notre accord. Deuxième étape, il est évident que la fiscalité qui a été, au fur et à mesure des différentes années, votée, et notamment ces derniers mois, est une fiscalité qui pénalise l'investissement, qui pénalise ou même qui empêche la prise de risque entrepreneurial. Or, il n'y aura pas de réduction du chômage s'il n'y a pas toute liberté à l'entrepreneur pour créer une nouvelle entreprise. Donc s'il n'y a pas de réduction de la fiscalité, c'est ce que vous voulez dire? Notamment la fiscalité sur les plus-values de cession d'actions. C'est une affaire gravissime. Il faut absolument que le gouvernement revienne dessus. Mais d'une manière générale, n'oubliez jamais, c'est très simple. Nous avons la fiscalité sur les entreprises la plus élevée des pays de l'OCDE. Comment voulez-vous... Donc c'est le prochain chantier pour vous? C'est un chantier immédiat, urgent. En tout cas, depuis que vous êtes à la tête du MEDEF, vous en avez connu des gouvernements, de droite comme de gauche, chacun avec son lot de réformes, sur les retraites notamment, on va y revenir. Vous vous êtes imposé, vous, dans le débat politique.
Vous y avez pris goût puisque vous êtes candidate à un 3e mandat à la tête du MEDEF, votre organisation. Un passage en force, disent vos détracteurs. On va parler avec Bruno Jeudi du Journal du Dimanche qui nous rejoint. Bonjour Bruno. Bonjour Francis, bonjour Laurence Parisot. Bonjour. Vous êtes selon la formule consacrée la patronne des patronnes depuis 2005. Vous achevez votre second mandat à la tête du MEDEF. Vous aviez fait de la modernisation du Code du travail l'un de vos objectifs. Il est en passe d'être atteint avec peut-être la future loi sur la réforme du Code du travail. C'est pas du bois. Vous en parliez à Voilà. l'instant. D'accord. Vous vouliez aussi obtenir l'abandon de la durée légale du temps de travail et là vous avez échoué. Enfin vous vouliez améliorer l'image du MEDEF. Est-ce pour cela que vous avez décidé de rempiler pour un nouveau mandat alors que Francis se disait les statuts de votre organisation ne le permettent pas? Alors ma première question, Laurence Parisot, est simple. Êtes-vous toujours candidate à la candidature et quelles sont les conditions pour que vous puissiez candidater à ce 3e mandat? Je suis très 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 respectueuse des institutions de notre mouvement, d'autant plus que je l'aime, notre mouvement, le MEDEF. J'aime tous ceux qui en constituent ces forces, ces militants. Je pense notamment aux présidents de MEDEF territoriaux, à ceux qui animent les branches professionnelles. Avec tous ces hommes, toutes ces femmes, nous avons fait évoluer énormément de choses depuis des années. La question énormément. La question de Bruno, c'est Et autre nous chose. disons aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à dire aujourd'hui, attention, notre pays est dans une situation extraordinairement grave. Je pense que le compte à rebours pour la France a vraiment commencé. Dans ces circonstances-là, il n'est pas certain que nous ne prenions pas tous collectivement un risque à changer d'équipe maintenant. Et votre compte à rebours à vous alors? Donc, je dis simplement, si les statuts du MEDEF évoluaient et me permettaient de me présenter en concurrence avec les autres candidats qui désirent eux aussi postuler à cette fonction, j'en serais très heureuse. Mais cela ne dépend pas de moi, mais pas du tout. Mais alors, qu'est-ce que vous répondez à vos concurrents? Certains parlent éventuellement même d'un putsch, une sorte de putsch. Qu'est-ce que vous dites? C'est lamentable. Cette façon de parler ne les grandit pas. J'ai posé une question. J'ai posé une question à nos instances, au comité statutaire de notre mouvement et au conseil exécutif. Et je leur ai dit ce que je viens de vous dire. Je souhaiterais, parce que je pense qu'avec l'équipe que j'ai formée, nous sommes tout à fait en mesure de continuer un travail, continuer une action. Mais vous souhaitez attendez. allonger votre mandat de 3 ans de 2 ans pour avoir... Oh, je suis profondément démocrate. Donc ce que je souhaite, c'est pouvoir participer à l'élection. Donc j'ai posé une question à nos instances. Les instances sont en train de délibérer, vont répondre à cette question. Si jamais la réponse est négative, l'élection se déroulera normalement sans moi. Sans vous, donc vous ne seriez pas candidate à ce moment-là. Si la réponse est positive, il faudra encore que le corps électoral du MEDEF ratifie cette évolution, donc c'est profondément démocratique. Et si ce corps électoral ratifie... Attendez, parce que... C'est compliqué au MEDEF. Hein. Oui, mais c'est compliqué, mais j'ai besoin de dire les choses très tranquillement, tellement il y a d'abus et de propos scandaleux qui ont été tenus à mon égard. Si le corps électoral du MEDEF me donne la possibilité de me présenter, alors il y aura une campagne électorale entre nous tous. Et ce corps électoral choisira, et j'espère que le meilleur gagnera. Ce sera un mandat de 3 ans ou de 5 ans à ce moment-là? Je ne peux pas vous le dire, parce que c'est vraiment aux instances, ce n'est pas à moi. Je suis profondément démocrate, j'ai voulu poser une question. Parce que vous savez, attention, il y a partout aujourd'hui des mouvements qui ont envie de rentrer dans la bagarre, qui ont envie de créer du clivage, qui ont envie de favoriser les antagonismes. Il y en a partout. Et je crois que c'est exactement le contraire que nous devons faire. Y compris au sein du MEDEF? Mais y compris au sein de milieux entrepreneuriaux. Bien sûr qu'il y en a qui veulent ça. Le populisme nous guette partout. Y compris chez les patrons. Mais partout. Ça n'échappe à aucune catégorie de la société française, évidemment. Ça échappe à aucun pays européen. Bruno. Il faut être très ferme sur ce que nous disons, mais il faut le faire dans un esprit réformateur et constructif. D'autres questions? Donc une femme pour empêcher la montée du populisme chez les patrons. C'était la journée de la femme justement cette semaine. Tous vos concurrents sont issus des grosses fédérations de l'énergie ou de l'industrie. Est-ce qu'on est encore confronté à cette misogynie au sein du MEDEF? Pourquoi est-ce si difficile pour les femmes d'accéder aux fonctions de direction d'entreprise? Mais l'entreprise n'est pas une île isolée du reste de la société. Il y a de la misogynie partout en France. Et par conséquent,
malheureusement, parfois, du coup, on la voit dans l'entreprise. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est la difficulté qu'ont de nombreuses femmes à faire des progressions de carrière significatives. Alors, néanmoins, moi, j'ai été frappée de voir à quel point les choses avaient changé ces dernières années, notamment dans les très grandes entreprises françaises. Et il y avait cette semaine même, à l'Assemblée nationale, sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, un rassemblement qui mettait autour de la table encore peu nombreuses, des grands patrons du CAC 40, des syndicalistes, et tous ont fait un certain nombre de propositions et de déclarations pour faire progresser les femmes vers des postes de responsabilité. Un mot sur Arnaud Montebourg, qu'on voit, il est à la peine sur plusieurs dossiers, Petroplus le dernier en date, c'est le ministre du redressement productif. Est-ce que c'est utile ce ministère? Qu'est-ce que vous pensez de son action, de son style? Il est ambigu, Arnaud Montebourg, parce qu'à la fois, il a une volonté sincère et il y met beaucoup d'énergie pour défendre nos entreprises, et puis en même temps, il le fait dans une conception de l'économie qui date, qui n'est pas celle du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est un monde ouvert. Je crois qu'il faut néanmoins que nous soyons capables, au niveau national, de définir une stratégie économique et donc une stratégie industrielle. Donc, sa stratégie de redressement productif, ça ne vous agrée pas? Il y a des choses qui sont... Il a encouragé, par exemple, le crédit d'impôt compétitivité emploi que nous soutenons. Simplement, nous disons qu'il n'est pas suffisant. Avec ce crédit d'impôt compétitivité emploi, nous réduisons un tout petit peu... Il n'est pas suffisant, en même temps c'est un gros effort pour les Français. Est-ce que tout le monde comprend bien? Est-ce que tout le monde comprend bien que la dépense publique en France étouffe la création de richesse? Parce qu'elle étouffe la création de richesse, elle écrase les entreprises, elle empêche la création d'emplois. Si nous ne réduisons pas les dépenses publiques, nous n'inverserons pas la courbe du chômage. Une dernière question, Mme Parisot. Vous avez connu 3 présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Est-ce que c'est plus facile de dialoguer avec François Hollande qu'avec Nicolas Sarkozy? On a l'impression que la gauche réalise ce que la droite n'a pas fait. On ne peut pas répondre à cela en un mot. Vous savez, il y a des différences qui peuvent être classé selon qu'on est à droite ou qu'on est à gauche. Moi, je vois surtout une chose, c'est qu'il y a à l'intérieur de la droite comme à l'intérieur de la gauche ceux qui respectent le dialogue social et ceux qui ne le respectent pas. Ce qui est fondamental, c'est de respecter le dialogue social. Merci Bruno d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche. Pour ou contre maintenant, avec un débat actuel. Pour ou contre une loi pour limiter les salaires, parfois extravagants, voire difficiles à justifier, des grands patrons du CAC 40, par exemple. La Suisse est en train de faire ça. Vous êtes pour ou contre une loi qui limite les salaires? Contre. Pourquoi? Mais contre, parce que si on veut rentrer dans une logique de limitation ou finalement de fixation des salaires par la loi, pourquoi seulement sur les chefs d'entreprise? Pourquoi pas sur les artistes de cinéma? Pourquoi pas sur les sportifs? Pourquoi pas finalement fixer en sorte par la loi le salaire de tout le monde? Vous avez vu, puisque vous êtes spécialisé sondage. Mais en revanche, faire en sorte qu'il y ait des codes de bonne conduite... Oui, mais ça, c'est des vœux pieux. Mais non, ça c'est facile de dire que c'est des vœux pieux. Écoutez, ça n'empêche pas les salaires d'augmenter de façon astronomique. Et ça, c'est vous qui le dites, mais c'est exactement le contraire. Vous avez vu les salaires du CAC 40? C'est les seuls qui ont augmenté autant que ça? Mais pas du tout. Vous ne regardez pas les choses d'une manière objective. Par exemple, grâce au code AFEP-MEDEF, des parachutes dorés en cas d'échec, en cas de difficulté d'entreprise, ça n'existe plus. Vous avez beaucoup de chefs d'entreprise du CAC 40 qui, face à la difficulté de la situation, ont clairement dit « je diminue significativement ma part variable ». C'est vrai, Carlos Ghosn l'a dit par exemple. Je voudrais que vous écoutiez Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS de Paris, qui dénonce, elle, le système pervers, dit-elle, des rémunérations, des dividendes, des stock-options, et elle vous interpelle. Bonjour Madame Parisot. Un récent rapport du Conseil économique et social sur la compétitivité française soulignait qu'un de nos handicaps était que les entreprises de notre pays versent beaucoup plus de dividendes que les autres pays de l'Union européenne. Ce qui a de graves conséquences. Elles investissent moins, elles pressurent souvent leurs sous-traitants car il s'agit la plupart du temps de grandes entreprises. Et enfin, c'est très négatif pour les salaires et l'emploi.
Aussi, je vous demande ce que vous comptez faire pour rétablir un déséquilibre qui nous handicape. Et par ailleurs, trouvez-vous normal qu'on licencie lorsque des dividendes importants sont faits par les entreprises et les groupes? Trouvez-vous normal qu'on demande des efforts aux salariés en termes de réduction des salaires ou des réductions du temps de travail, alors même que des dividendes continuent à être versés? 2 poids 2 mesures, dit-elle. Oui, je conteste totalement l'étude qui est évoquée. Si vous ne versez pas de dividendes à vos actionnaires s'en vont. Si vos actionnaires s'en vont, votre entreprise n'a plus les capitaux nécessaires pour investir. Donc Madame Lienemann, qui est très soucieuse de l'investissement, doit d'abord comprendre que sans actionnaires, il n'y a pas d'investisseurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut savoir que 17% seulement des PME françaises versent des dividendes chaque année. 17%. Les PME, mais il y a aussi les grands groupes, il y a 2 poids 2 mesures toujours. Mais non, mais les grands groupes, vous prenez un des plus grands et des plus beaux grands groupes français, Total. Total verse des dividendes à ses actionnaires. Mais vous savez que chaque année, Total investit plus de 10, voire parfois 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Si il n'a pas une capacité à conserver ses actionnaires pour ensuite favoriser cet investissement, c'est simple, nous n'aurons plus de grands groupes en France. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. On a 2 minutes, vraiment, pas plus, pour parler des retraites. Alors, vous voyez un peu le chantier. Le déficit pourrait atteindre jusqu'à 20 milliards d'euros d'ici 2020. Est-ce la fin annoncée de la retraite de papa telle qu'elle existait? C'est la question que je vous pose. Est-ce que le système des retraites tel qu'il existe en France aujourd'hui est menacé de disparition? Nous sommes en danger sur les retraites. Un chiffre qui est tout à fait terrifiant. Entre aujourd'hui et 2020, le déficit cumulé des régimes de retraite, régime général et retraite complémentaire, 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros d'ici 2020. Ça veut dire que d'ici 2020, si nous ne faisons pas une grande réforme structurelle, il faut faire quoi, justement? Nous ne Il faut pourrons pas baisser le niveau des verser ces retraites. Personnellement, ce n'est pas du tout ce que je recommande. Nous disons une chose qui est très simple. L'espérance de vie ne cesse de s'allonger. Nous gagnons dans les pays occidentaux près de 2 mois et demi d'espérance de vie chaque année. Donc il faut allonger, enfin il faut reculer l'âge de départ à la retraite. Il faut soit repousser l'âge de départ à la retraite, soit allonger la durée de cotisation. Ah, justement, Michel Sapin a dit que... Soit un mix des deux. Michel Sapin a dit que l'allongement de la durée de cotisation est un des éléments sur la table. Très bien. C'est de bon augure pour vous? Oui, il est clair que le gouvernement... Mais sans toucher à l'âge du départ à la retraite. On peut commencer dans un premier temps par effectivement allonger la durée de cotisation, mais j'ai compris ces dernières semaines que le gouvernement reconnaissait ce que nous, MEDEF, disons depuis longtemps. Je suis satisfaite de voir que enfin le diagnostic posé par le MEDEF et les recommandations qu'il formule sont enfin entendues. Juste une question encore sur les retraites. François Hollande a rétabli la retraite à 60 ans pour ceux qui ont travaillé jeunes. Est-ce qu'il faut remettre en cause cette retraite à 60 ans pour ceux qui ont travaillé jeunes? Non, ne bougeons plus là-dessus, travaillons sur le reste. Mais les 60 ans, c'est intouchable maintenant pour ceux qui ont travaillé jeunes. Non, mais c'est les 60 ans pour une certaine catégorie. Il ne faut plus y toucher. Mais travaillons surtout... Il ne faut plus y toucher, c'est ce que vous dites. Travaillons sur l'ensemble du dossier. Il y a beaucoup d'autres paramètres. Mais surtout, ne faisons pas, ne mettons pas une rustine sur une roue qui est déjà très abîmée. Il faut changer toute la roue. Mais j'y reviens, excusez-moi, parce que vous n'avez pas répondu. La retraite à 60 ans pour ceux qui ont travaillé jeunes, qui ont de longues carrières, ça n'est plus un tabou pour vous. Mais non, mais on a accepté ce mécanisme-là sur les longues carrières. Si vous laissez prendre les choses pardonnez-moi, par un petit bout de la lorgnette que de regarder ce point-là. Il faut regarder l'ensemble. Par contre, ce qui est fondamental, et y compris pour nos partenaires européens, pour les investisseurs, c'est de travailler avec un horizon de long terme. Il faut que tout le monde sache qu'en France, entre maintenant et 2040, le système de retraite tiendra bon, sera capable d'assurer sa promesse. Une dernière image, vous allez voir, celle de Liliane Bettencourt, l'une des plus grosses fortunes du monde, 9e fortune du monde, première de France, héritière de L'Oréal. Est-elle un exemple de réussite ou au contraire l'image d'une France, j'allais dire, d'héritier plus que d'entrepreneur? Mais c'est une femme qui est une entrepreneuse, c'est une femme qui, par son comportement en tant qu'actionnaire de référence de L'Oréal, a permis
a permis à L'Oréal d'être une des plus belles entreprises au monde. Donc, c'est un exemple pour la France. Mais c'est quelqu'un dont on doit être fier, évidemment. Merci, Laurence Je voudrais Parisot. Non, ajouter on n'a quelque plus le chose. temps. Si, Non, on je n'a vais plus le temps. l'ajouter. On ne dit jamais toutes les actions philanthropiques Ouais. à la Bill Gates La Fondation que L'Oréal. fait la Fondation Liliane Bettencourt. Merci, Laurence Parisot, d'avoir accepté notre invitation dans 12-13 dimanche, que vous pouvez